Bilal Muhammad qui prend Shavkat Rakhmonov très au sérieux. Robert Whittaker peut-il être le premier à battre Ramzat Chimaev, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Bilal Muhammad considère Shavkat Rakhmonov comme un de ses plus gros tests en carrière. Je rappelle que les deux vont s'affronter au mois de décembre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le combat va avoir lieu à Las Vegas et ce sera la première fois depuis 2017 que Muhammad va combattre là-bas, avec un public, bien sûr, parce qu'il a combattu à l'Apex, mais c'est quasiment à huis clos. J'ai trouvé ça plutôt drôle quand on sait que Las Vegas, c'est la ville de l'UFC, donc ne pas y avoir été depuis 2017, c'est quand même à souligner. Et il nous a appris aussi que c'était son souhait de combattre au mois de décembre et que l'UFC ne l'avait pas forcé. Il trouve aussi que Shavkat est celui qui méritait le plus sa chance parmi tous les contenders. Il avait eu un petit échange, on sait, il y a quelques temps avec Kamaru Usman, mais il explique qu'il aime bien le trash talk et que donc quand on vient le taquiner, il répond toujours, mais n'avait pas de réelle intention d'affronter le Camerounais. Concernant son adversaire, il lui reconnaît un très gros mental, mais assure qu'il ne fera pas les mêmes erreurs que les autres combattants qu'il a pu affronter. Il ne compte pas lâcher et va lui mettre une grosse pression et imposer son cardio, ce qui permettra d'après lui de voir de quel bois est fait le Kazakh. D'après lui toujours, Shavkat s'attend à ce qu'il lutte beaucoup, mais rappelle qu'il a déjà battu plusieurs de ses partenaires d'entraînement, et à chaque fois en utilisant des stratégies différentes, ce qui complique les choses pour Shavkat et sa team dans la préparation de ce combat. Par contre, à l'inverse, lui pense qu'il ne se fera pas du tout surprendre par ce que va amener dans l'octogone Rakhmonov. Et puis concernant la suite de sa carrière, il se verrait bien défendre encore au moins 2 fois sa ceinture des poids welter, avant d'envisager une montée chez les moyens. Et puis il justifie ça par le fait qu'il a battu énormément de combattants du top 15 avant d'arriver à la ceinture, ce qui lui donne donc une grosse légitimité. Vous savez ce que je pense de ça, monter de catégorie, aller chercher la double ceinture, c'est à la mode. Après, je suis d'accord avec lui, il a pas eu la route facile, il en a battu des mecs dans le top 15, je crois qu'il a une dizaine de combats et de victoires contre des mecs du top 15, donc c'est un argument que je peux entendre, même si comme vous le savez, d'après moi, il faut défendre, défendre et encore défendre avant de pouvoir potentiellement monter. Et puis dans sa catégorie, il y a beaucoup de prétendants actuellement. Il explique qu'ils vont devoir s'affronter les uns les autres afin de savoir qui est le plus légitime. Et il verrait bien par exemple Jack Della Maddalena ou Yann Gary affronter Ousmane, ce qui leur donnerait justement de la légitimité en cas de victoire. Ou alors Della Maddalena affronter Buckley. Les deux ont un style assez similaire, une belle boxe, sont très agressifs. Ça pourrait donc donner un très beau combat. Robert Whittaker, lui, estime qu'il a déjà été testé plusieurs fois dans sa carrière. Il a gagné et perdu des combats très serrés, mais admet tout de même que Chimaev amène une problématique nouvelle, parce qu'il n'a jamais perdu, il n'y a donc personne de qui s'inspirer. Et puis un gars avec une telle lutte, c'est toujours impressionnant, j'ajouterais. Il a affronté Romero, c'est vrai, mais Romero se servait surtout de son pied-point. Donc là, c'est vrai qu'il y a une problématique pour Whittaker, ça va être très intéressant de voir comment il va réussir à régler ça. Et puis sinon, combattre à Abu Dhabi dans un climat très chaud ne le dérange pas. Il a dit être habitué à ça. Je rappelle qu'il vit en Australie, qu'il a combattu plusieurs fois à Las Vegas. Il a quand même confié que la seule fois où les conditions ont pu un peu l'affecter, un peu le sortir de sa zone, c'était pendant le Covid, quand il y avait tous ces protocoles en place, et puis surtout combattre dans des salles totalement vides. L'ancienne pensionnaire de l'UFC maintenant, Paige Van Zandt, sera de retour à la compétition le 24 octobre prochain, au Power Slap, cette fois, je vous rappelle le concept, on se met des claques dans le visage jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Ce sera sa deuxième apparition dans l'organisation. On lui a forcément demandé qu'est-ce qui l'attirait là-dedans. Et là, on comprend quand même qu'elle n'est pas si bête que ça, parce que forcément, on peut se douter qu'il y a un aspect financier direct, c'est-à-dire l'argent qui lui a été proposé pour participer à l'événement, mais ce qu'elle met en avant, c'est plutôt l'occasion de se faire connaître par de nouveaux fans, notamment la jeune génération. On sait que les vidéos du Power Slap tournent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils font des gros scores, et quand on sait qu'elle vit beaucoup des réseaux sociaux et surtout de son OnlyFans, on comprend un petit peu mieux la logique derrière ça. D'ailleurs, elle a dit que qu'elle combatte au Barnacle, en boxe anglaise, à l'UFC ou au Power Slap, elle gagne autant de fans à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment bien pour elle. Pas besoin d'être dans la plus grosse ligue pour gagner le plus de fans, le plus d'attention sur les réseaux sociaux.
Et puis elle ajoute hein, que ok, se prendre des gifles dans le visage sans se défendre, ça peut paraître un peu violent, mais que pendant toute la préparation, tu ne prends pas un seul coup, tu t'entraînes seulement à frapper, parce que tu peux pas te préparer à prendre des coups dans le visage, et que donc finalement les dommages cérébraux ne sont peut-être pas supérieurs à ceux que tu reçois lors d'un combat, que ce soit en boxe anglaise ou en MMA. Et puis a fini avec quelque chose d'assez drôle, on lui a demandé pourquoi, toujours selon elle, le power slap devenait aussi populaire, notamment sur les réseaux sociaux, et la réponse est magnifique, elle explique tout simplement ça par le fait que le temps d'attention moyen, notamment chez les jeunes, est de plus en plus bas, et que regarder une vidéo de power slap permet de voir quelqu'un prendre un KO très rapidement, et donc de faire monter l'adrénaline. Ça m'a fait plutôt sourire, on a vraiment l'impression qu'elle a compris comment fonctionnait le monde, hein. Mettre des photos d'elle en petite tenue et demander aux hommes de payer, ça fonctionne. Et puis mettre des mecs qui se mettent des KO en 5 secondes, ça plaît aussi aux gens. Donc elle a vraiment compris comment faire du business. D'ailleurs, le journaliste lui dit au début, je ne sais même pas si je dois te présenter comme une simple combattante ou comme une businessman, businesswoman on pourrait dire, et combattante en même temps. C'est vrai qu'elle elle a donné un sacré tournant à sa carrière. Dans une interview, on a Brandon Royval qui nous a appris qu'il ne voulait pas affronter Taïra parce qu'il l'aime bien. Les deux s'étaient déjà entraînés ensemble, on le sait. Il dit voilà, il y a des mecs que j'aimerais frapper un peu plus dans la catégorie que lui. Par contre, il pensait qu'il allait totalement le détruire. Il se pensait largement au-dessus de lui. Mais il le dit, hein, l'entraînement, c'est pas le combat. Et je l'ai appris à mes dépens. Ça a failli me coûter très très cher. Il reconnaît aussi que le japonais est très puissant quand tu l'as dans le dos, que c'est très difficile de s'en sortir. Et qu'il a déjà tourné avec des gars aussi puissants, mais c'était pas des gars de sa catégorie, c'était des gars plus lourds. C'est donc quelque chose qui l'a surpris. Et puis si son prochain combat n'était pas pour la ceinture, il est prêt à affronter n'importe qui. Il dit moi je veux battre tout le monde, je veux être légitime, je veux prendre les combats les uns après les autres. Il a quand même confié qu'il préférait que Asakura s'impose face à Pantoja. Ça lui assurerait selon lui plus de chances de combattre pour la ceinture. Je rappelle qu'il a déjà affronté 2 fois Pantoja, donc c'est vrai que l'UFC chercherait peut-être un autre combattant. En plus il rêve de combattre au Japon, il l'avait déjà dit. Donc prendre Asakura, si en plus il peut le faire au Japon et pour la ceinture, je pense que là, ce sera la totale pour lui. Sinon, hein, depuis la performance de Khalil Rountree face à Pereira, on se demande qui pourra être son prochain adversaire. On parle de Jamal Hill. Bon, Jamal Hill, il a fait du Jamal Hill en disant que la façon dont Pereira a battu Khalil Rountree, ça ne marcherait pas avec lui, il n'aurait pas pu le faire. Je sais que vous allez tous me dire, vu le KO qu'il a pris, il ferait mieux de se taire. Je suis plutôt d'accord avec vous. Il dit voilà, si quelqu'un pense que Khalil est à mon niveau, laissez-le déjà faire un autre combat et gagner. Moi, je pense qu'on n'est pas du tout, on n'est pas dans les mêmes sphères. Donc ça, c'est l'avis de Jamal Hill. Mais moi, je pense que l'UFC pourrait pousser hein, pour un Khalil Rountree contre Jamal Hill. On n'est pas à l'abri de ça. Il y a une rumeur, alors à l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore vu l'officialisation, mais Nurmagomedov, Oumar Nurmagomedov affronterait peut-être Song Yadong le 14 décembre prochain en Floride à Tampa. Donc je sais pas du tout, hein, c'est Red Corner MMA, c'est un site d'information MMA russe qui fait beaucoup d'interviews des combattants dagestanais, etc., qui sort ça. L'officialisation n'est pas encore sortie, mais peut-être que d'ici 17 h, tout ça sera officiel. Une petite vidéo maintenant de Ramzat Chimaev qui lutte avec le champion olympique 2024 Razambek Zamalov. Lui, il était champion en 74 kilos. Et franchement, tu vois que Chimaev, le niveau en lutte est quand même impressionnant. Je vous partage la vidéo. J'ai eu ça sur les réseaux sociaux de ESPN. Franchement, c'est impressionnant. J'ai hâte de voir comment Robert Whittaker va s'en sortir. Moi, je suis un grand fan de Robert Whittaker. J'étais super content de le voir en vrai au premier UFC Paris, hein. J'étais dans la salle. C'était super, super impressionnant. Qu'est-ce que ça va donner contre Chimaev? Je ne sais pas du tout. Kevin Jousset, lui, voilà, est rentré en Nouvelle-Zélande suite à sa défaite hein, à l'UFC Paris et il explique qu'il sera de retour en février 2025, donc ça sera rapide et je lui souhaite le meilleur. Un ancien pensionnaire encore de l'UFC, une nouvelle fois, Gérard Moussazi, ou Guérard Moussazi, hein, comme vous voulez. Lui avait signé avec le Bellator quand il était parti de l'UFC. Pourtant, on pensait qu'il était pas loin d'avoir sa chance à la ceinture. Beaucoup le voyaient peut-être devenir le nouveau champion des poids moyens à l'époque. Et puis, il avait décidé d'aller au Bellator, voilà, gagner de l'argent, il s'en est jamais caché. Et puis, depuis que le Bellator a été racheté par le PFL, il avait dit que c'était très compliqué de trouver un combat, que contractuellement, il y avait des soucis, etc. Et bah là, il poursuit le PFL en justice. Il a 39 ans maintenant, on l'a pas vu depuis un bail combattre. Il demande 15 millions de dommages et réparations. Alors voilà, apparemment, ils auraient fait des choses pas très fair-play envers lui, etc. J'ai pas tous les détails du dossier, mais voilà, il demande 15 millions. Est-ce qu'il les aura? Je ne sais pas du tout, mais c'est dommage pour Moussazi, cette fin de carrière qui se termine comme ça.
Je sais pas s'il y a des joueurs de UFC 5, hein, parmi vous, mais apparemment, je suis tombé sur, Sharapudin Magomedov qui venait d'intégrer le jeu et Matt Frevola. Alors Matt Frevola, je pensais qu'il y était. Magomedov, bon, il est arrivé un peu plus récemment à l'UFC, mais quand même, donc si vous jouez et que ces 2-là n'y sont toujours pas, hein, c'est eSport UFC qui nous annonce voici les nouveaux combattants du UFC 5. On a Sharapudin Magomedov et Matt Frevola. Et puis sinon, on a Mokaev, lui qui était à l'UFC il y a encore très peu, qui est retourné au Brave, si je dis pas de bêtises, hein, l'UFC de l'a remercié, pourtant il était invaincu. Il va affronter dans un combat de grappling Raoul Rosas Jr. à Abu Dhabi le 25 octobre, donc ça va venir très vite, à l'ADXC officiel, hein, c'est eux qui ont tweeté ça. Donc l'ADXC, grosse ligue de grappling, on avait vu Benoît Saint-Denis combattre là-bas, etc. Beaucoup de mecs de l'UFC. Il y a quand même un risque, hein, parce que si Mokaev tape Raoul Rosas Jr., l'UFC mise beaucoup sur Rosas Junior. On pourrait dire, tiens, vous avez laissé partir un mec. Déjà, on sait que Mokaev était très dangereux pour la ceinture, il aurait peut-être pu la prendre. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a un petit risque pour l'UFC. Je sais que l'UFC, des fois, mettait son droit de veto là-dessus, hein. Elle voulait pas que ses combattants s'affrontent, etc. Là, ce n'est plus ces deux combattants. Mais pour la légitimité, ça peut être un petit coup dur. Écoutez, comme le veut la tradition, on est vendredi, on passe à notre petit moment Paris. On va voir ce que ça donne. Quelles sont les cotes? Et donc je vous affiche les cotes à l'écran comme à chaque fois. Darrell Elkins 1,82 très serré contre Daniel Pineda. Perso, j'ai envie d'y aller avec Elkins, je pense que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vous le savez, hein, je suis pas un expert dans les paris, c'est surtout pour vous présenter les choses, voilà, qu'on voit à quoi s'attend le grand public, à quoi s'attendent les experts. Combat très serré, je vais y aller avec Elkins, mais ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ensuite, on a Charles Johnson qui va affronter Sou Maderji, vous m'excuserez pour la prononciation, 1,38 contre 2,60. Pareil, je sais pas du tout. Est-ce que c'est une cote qui se tente peut-être pour le chinois? Pour Su, je ne sais pas. Ensuite, Rob Font contre Kyler Phillips. Là, je pense que Rob Font, moi, j'y ai cru pendant un moment. Je vois que c'est limité. Je pense que Phillips a plus d'armes pour réussir à s'imposer. Il est sur une meilleure série, bien sûr. On en a parlé hier. Donc, malheureusement, pour Rob Font, un 3,75, je pense que c'est justifié. Personnellement, je ne la tenterai pas, mais pourquoi pas. Et puis le main event, Hernandez contre Pereira. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment beaucoup Pereira. Moi aussi, j'aime beaucoup son style. Il est sur une magnifique série. Surtout que là, les gens sur le site ont choisi Pereira à 90%, une cote à 2. Hernandez, cote à 1,66. Moi, je vais y aller avec Hernandez. J'aime bien Hernandez, j'aime bien son cardio. Je pense qu'il peut gêner Pereira. Peut-être un peu laisser passer l'orage dans les premiers rounds et accélérer à la fin. Je vois pas Pereira suivre sur le long terme. Et j'aime Anthony Hernandez, donc je vais y aller avec lui là-dessus. Vous avez vu, c'était rapide, hein, je vous avais prévenu. Je vous renvoie à la chaîne UFC Analyse et Pronostics si vous voulez en savoir plus. J'aime beaucoup son travail, je l'ai déjà dit. Donc petit coup de pouce pour lui si vous voulez du détail dans les paris. Allez-y, vous allez avoir l'historique des combattants, etc. Beaucoup plus de détails que moi. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et cette minute auditeur, on la commence avec TNSN qui me dit Michel Pereira, injustement, est un de mes combattants préférés. J'adore son personnage, son style, j'espère le voir gagner. Et Volka veut aussi combattre à l'UFC 312 à Sydney début 2025. Ouais, j'ai vu passer ça pour Volkanovski. Apparemment, contre le vainqueur de Topuria Holloway, ça lui aurait été promis. S'il y avait un titre intérim, ce serait sûrement contre Diego Lopez, hein. J'ai vu passer ça, il ferme pas la porte, il l'avait dit il y a quelques semaines. Je veux bien affronter Lopez, mais seulement s'il y a une ceinture. On verra ce que ça va donner. Puis vous avez vu, j'en profite pour en parler ici. Le PFL, là, il y a une grosse carte pourtant, mais personne n'en parle. Il n'y a pas énormément d'interviews. Je ne sens pas d'engouement. Moi, vous le savez, je suis pas fan du PFL, je suis fan de l'UFC, je parle quasiment que de ça. Mais quand même, Ferreira contre Ngannou. Ferreira qui est un peu plus lourd sur la balance, hein, justement, ça joue pas grand-chose, fait à 2 kilos. Mais ça fait pas beaucoup de bruit. J'espère que ça va délivrer dans la cage pour qu'ils aient des highlights à faire tourner sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça prenne. Ensuite, on a Le Braque qui me dit ok, Roundtree a mis 2 à 3 rounds à Pereira, mais peut-être aussi que Pereira a laissé son adversaire se fatiguer volontairement. C'est pour ça qu'il me semble que ce serait une mauvaise idée de faire monter des combattants pour des rounds gagnés. Je suis d'accord avec toi, Pereira, on a l'impression qu'il a construit sa victoire. Puis voilà, t'as perdu, en plus t'as pris un KO, c'est très difficile. Tu perds une guerre très serrée, tu viens grignoter une place, déjà c'est un peu culotté parfois. Donc là, tu prends un KO, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Et puis ensuite, je finis avec Fishman qui me dit j'aime pas spécialement O'Malley, mais je crois pas qu'il pense ce qu'il dit quand il croit pas à sa défaite. Je pense que c'est juste une vanne. Bon, O'Malley, il est un peu spécial à cerner, hein. J'ai l'impression, tu sais, il est vachement dans la visualisation, il l'a dit, hein, la méditation, le mental, et peut-être que pour lui, se convaincre qu'il a gagné, c'est une sorte de thérapie pour réussir plus tard à prendre sa revanche. C'est pas impossible. Moi, quand j'ai vu le combat, clairement, Merab avait l'air complètement au-dessus, il l'a complètement dominé dans les phases au sol, etc.
Donc je pense pour moi qu'il y a pas débat non plus. Et puis il y en a un d'entre vous, c'est, Cyril Stud qui me disait: «Est-ce que la blessure de Moïcano, c'est pas du mytho?» Parce qu'en gros, il y a Marquez en moto qui a eu quasiment la même blessure et qui a dû se faire opérer. Franchement, je vois pas pourquoi il mentirait là-dessus. En plus, on a vu des photos de lui torse nu, tu vois qu'il y a un problème à la clavicule. Peut-être que Marquez a eu une blessure qui est un tout petit peu différente, mais qui nécessitait une opération. Moi, je vois pas l'intérêt de mentir là-dessus. En plus, il a pas perdu, donc il peut pas se trouver d'excuses. Mais écoute, je ne pense pas, mais peut-être qu'on en apprendra plus par la suite. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end de combat. On est arrivé au bout. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je réponds à tout le monde. Merci pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la carte et puis avec toujours plus d'actualité. Passez un bon week-end. Salut.